Chapitre 3. Obstacles. Ce jeudi matin, il ne restait à Clara que quelques dossiers à mettre en ordre avant son départ, quand elle fut interrompue par un coup de téléphone du directeur de recherche d'Aubanel. Le projet Orchidée rencontrait des difficultés financières. Des crédits supplémentaires avaient dû être affectés en urgence à l'autre bout du monde et il devait revoir ses priorités. Il lui signifia d'une seule traite. « Nous ne vous empêchons pas de vous rendre au Vietnam, mademoiselle, mais comprenez que nous ne pouvons plus financer 6 mois d'hôtel et de restaurant. Dans l'éventualité où vous feriez votre affaire de vos frais d'hébergement, alors bien sûr, il n'y aurait plus de problème. Mais dans les conditions actuelles, nous ne pouvons pas prendre en charge votre budget de déplacement. » Clara bredouilla 3 phrases. Elle allait voir. Elle était toute pâle quand elle posa le téléphone. Une sourde révolte grondait en elle. Et même si, au dehors, elle ne voulait pas se montrer affectée par l'événement, elle le trouvait vraiment injuste. Parce que ces incapables de Californiens avaient crié le plus fort. Alors que la firme dilapidait des milliers d'euros dans des dépenses inutiles, il allait falloir qu'elle paie elle-même ces quelques milliers de malheureux dollars de frais de déplacement. Pourquoi donc manquait-elle de chance à ce point? Mais échouer si près du but était trop rageant. Clara ne voulait pas abandonner. Même si elle tremblait à l'idée de mettre ses maigres économies dans l'aventure et de devoir encore emprunter un peu d'argent à ses parents, sa colère enflait. Devoir maintenant mendier pour avoir droit à son rêve, cela la dégoûtait profondément. En réalité, il n'y avait rien à mendier. Mais elle le prenait comme ça. La vie l'obligeait à mendier, une fois encore, pour avoir droit à ce qu'elle voulait. En réalité, c'était bien un effort supplémentaire qui lui était demandé. Allait-elle le vouloir vraiment, ce voyage, ou bien abandonner? Clara se sentait prise en otage, et cela réveillait en elle de la révolte. Pourtant, l'envie fut la plus forte. Et devant ce qu'elle comprendrait plus tard comme étant une douane invisible, elle manifesta à la vie sa détermination et décida de payer le prix. Elle trouva les euros qui manquaient, accepta intérieurement de prendre un risque qui allait donner du prix à son expédition. Elle était maintenant vraiment engagée et mise en demeure de réussir, car sinon cette aventure allait lui coûter très cher. Mais pour l'ordre des choses, cet épisode apporta un détail capital, car c'est à l'intérieur du temple rénové qu'elle allait loger. Tant c'est cette solution qui s'était avérée la moins coûteuse. Pour tout le monde, Clara partait au Vietnam étudier des plantes exotiques qui intéressaient un grand laboratoire de recherche. Sa mission devait rester secrète tant la concurrence était à l'affût des travaux d'Aubanel. Mais au fond de son cœur, le but de son voyage était autre, tout autre. Au fond de son cœur frémissait le secret espoir qu'il y ait, là-bas, dans cet ancien temple, une révélation qui bouleverse sa vie. Et malgré le fait qu'elle n'osait pas y croire, elle en entretenait toutefois l'espoir insensé. Cela lui avait d'ailleurs valu de prendre des décisions irrationnelles et incompréhensibles pour quiconque ne voyait que l'aspect scientifique de sa mission. Enfin, par un radieux matin de printemps, Clara prit l'avion à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et l'esprit brumeux en descendit à Ho Chi Minh Ville, l'ancien Saïgon. Elle avait beaucoup dormi durant le voyage, pour compenser les petites nuits passées à boucler ses préparatifs de départ. Et maintenant, sortant du hall de l'aéroport, elle cherchait à rejoindre la gare. Il y avait plusieurs heures de train pour parvenir à Dala, la ville la plus proche de l'école La Serre aux Orchidées. Et pour passer le temps, Clara tenta d'échanger quelques mots avec ses 3 compagnons de voyage. Elle allait se faire ainsi sa première grande frayeur d'apprentie aventurière. Elle s'adressa d'abord à la femme assise à côté d'elle, dans un mélange de français et d'anglais qui s'avéra assez efficace. Quand elle prononça le nom du lieu où elle se rendait, elle vit subitement le visage de la femme se fermer et l'entendit hasarder.
vous trompez, beaucoup d'orchidées là-bas, mais pas là où vous dites, là-bas autre chose. » L'homme qui se tenait assis à côté d'elle, visiblement un ami ou un parent, sembla renchérir en vietnamien et se pencha vers son voisin avec un petit rire à peine dissimulé. Mais la femme, que visiblement ce manège avait mis en colère, lança dans leur direction quelques phrases apparemment très coupantes. Les deux hommes haussèrent les épaules et les sourcils en soupirant. Elle reprit en direction de Clara, comme pour lui expliquer ce qui venait de se passer. « C'est trop, too much. Ce sont de vieilles histoires. Il ne faut plus mentir maintenant. Il faut dire the truth, the truth. Les fleurs, flowers, ne sont pas des fleurs, ce sont des femmes. » « Comment ça, ce ne sont pas des fleurs, mais des femmes ?» interrogea Clara, mi-amusée, mi-inquiète, et qui croyait avoir mal entendu. Le bruit était assourdissant. Le train venait de produire un sifflement strident, et par les fenêtres ouvertes, on assistait en direct au frottement des roues sur les rails. Son inquiétude se transmua en malaise quand elle s'aperçut qu'un des deux hommes la regardait droit dans les yeux, en faisant des petites mimiques avec sa bouche. Ses yeux étaient collants, gluants. Il s'accrochait à elle, insistant. Il la dévisageait des pieds à la tête, semblant la déshabiller et la toiser comme le ferait un maquignon. La femme redoubla de colère, vociféra 2 phrases en sa direction. Il détourna alors son regard, en haussant à nouveau les épaules, marmonna quelque chose, puis reprit son journal. La femme avait défendu Clara contre cette drague bizarre et surtout si directe. Mais de quoi s'agissait-il donc? Des fleurs qui étaient en fait des femmes? De drôles d'idées étaient en train de se bousculer dans la tête de la jeune Française, et la femme ajouta, explicite cette fois. « Maison close, geisha, sexuelle !»« Vous voulez dire que la serre aux orchidées est une maison close ?» demanda alors Clara. Heureusement qu'elle sentait que cette femme s'était prise d'une certaine compassion pour elle, car sinon elle aurait eu vraiment très peur. Elle se sentait protégée, un peu. La femme essaya de s'expliquer. Clara comprit qu'il y avait des endroits où les filles perdues étaient utilisées pour le plaisir des Occidentaux de passage. Ces femmes étaient éduquées pour être les fleurs parfaites de l'amour. Elles savaient tous les raffinements de l'art du plaisir. Enfermées dans leur grande maison, dirigées par des aînés plus expérimentés, elles passaient leur jeunesse à se soumettre aux désirs des hommes. La femme, visiblement, trouvait que cela n'était pas bon. Elle regrettait cet héritage du passé et voulait que les filles fassent des études. Clara la dévisagea. C'était une femme d'une 50aine d'années, au visage buriné par le soleil et le vent. Très calme, elle avait pu cependant sèchement s'emporter en 2 phrases et faire taire ses compagnons de route. Clara se tourna vers la fenêtre. Elle était blême. Elle commençait à prendre peur. En regardant défiler le paysage, tout lui revenait en vrac à la conscience. Les phrases de Jacques évoquant la sexualité, la fameuse devise contenant le mot plaisir, les photos de ces femmes, si belles sur Internet, faisant la promotion de ces jours sur place. Les prostituées étaient-elles en train de se rendre dans une maison close, au fin fond d'une vallée perdue d'Asie du Sud-Est, et cela avec la bénédiction d'un laboratoire de recherche? Ces 2 hommes qui la regardaient, elle était persuadée maintenant qu'ils la prenaient pour une apprentie geisha de luxe. Pire, elle sentait sur elle leurs yeux pleins de convoitise, qui semblaient vouloir se coller à la peau. L'atmosphère du compartiment était devenue étouffante. Enfin, les 3 voyageurs descendirent à la gare suivante. Clara continua seule, pas rassurée du tout. Elle tenta de se raisonner, y parvint un peu, mais au fond d'elle-même subsistait une angoisse mêlée de trouble. Sans doute la femme avait-elle dû confondre avec un autre nom approchant. Ce devait être un problème de traduction. Il fallait plus de 7 heures de train pour faire le voyage Saigon-Dala. Clara arriva enfin à sa gare de destination, où il était convenu qu'une personne vienne l'attendre. La gare était bondée.
Les hommes d'affaires pressés, les familles, les enfants, tout ce monde s'agitait en tous sens, faisant des grands signes, traînant des bagages trop lourds, se bousculant souvent. L'atmosphère bruissait de cette langue pointue qu'elle ne comprenait pas. Au milieu de cet océan de gens, une femme sortait du lot. Et Clara ne vit plus qu'elle, si grande, si rayonnante, si blanche, si souriante. Elle était vêtue d'étoffes claires et vaporeuses. Elle avait de courts cheveux très noirs, rehaussant encore l'éclat d'un sourire immense qui irradiait tout son visage. Elle tenait une petite pancarte sur laquelle était écrit en gros « Clara ». Et elle attendait, immobile, calme, tranquille, lumineuse. Clara reçut le choc de cette femme capable de transcender la foule, d'apparaître. On ne voyait qu'elle. Comme un lys s'impose sans effort au milieu d'un bouquet de petites fleurs quelconques. D'un coup, la jeune Française se sentit lourde, grossière, poussiéreuse, fripée et fatiguée. Elle s'approcha de la femme, lui sourit, se présenta et lui tendit la main. Mais dans quelle langue devait-elle parler? En anglais? En français? Elle ne connaissait rien du vietnamien. « Vous comprenez ?» lui dit-elle inquiète. La femme sourit encore plus. Une seconde auparavant, on aurait pu croire qu'elle avait déjà atteint l'intensité maximum de son sourire. Mais il n'en était rien. Sa main vola devant sa bouche, dans un geste d'une grâce angélique. Elle secoua la tête doucement, puis ses mains volèrent vers ses oreilles, tandis qu'elle secouait la tête une nouvelle fois, souriant de plus belle. Clara comprit. La personne qui lui faisait face était muette et n'entendait pas. Il devait s'agir d'une des employées de l'école que la directrice avait dû dépêcher pour venir la chercher. La femme exerçait sur Clara une fascination magnétique. Elle lui fit signe de la suivre, elle-même suivant maintenant un homme qui portait les bagages. Elle se déplaçait avec souplesse, élégance et grâce. Sa détermination joyeuse traçait un sillon invisible dans la foule. Elle était féline et heureuse. La regarder marcher, détailler le mouvement de ses bras, sa nuque souple et ce sourire, tout cela était réjouissant, comme de contempler un tableau magnifique. Cette femme était la beauté et la grâce même, qu'elle offrait naturellement à la vue de tous, sans en priver personne. Elle était si présente que dans cette foule agitée, son sourire et son silence s'entendaient plus que le bruit. Elle et Clara montèrent dans un bus et l'homme s'installa au volant après avoir mis les valises dans le coffre à bagages. La fascination de Clara pour la jeune femme ne faiblissait pas. À côté de cette liane dynamique et gracieuse, elle se sentait éléphant. Chacun de ses propres pas lui paraissait grossier, chacun de ses gestes approximatifs. Elle se sentait maladroite pour tout, tentant de s'agripper au siège pour progresser dans le bus qui avait maintenant démarré. Elle se cognait contre les épaules des passagers. Toute l'imperfection de ses gestes se révélait à elle comme à travers une loupe. Clara se voyait faire, se voyait marcher lourdement, se voyait grimacer, se voyait cogner comme un pachyderme, là où l'autre, aérienne, semblait voler avec la grâce la plus absolue. Oui, Clara se voyait elle-même comme éclairée par une puissante rampe de spot. Elle devint attentive à sa façon de s'asseoir, à sa façon de croiser les jambes, de placer ses bras. Elle devenait présente à elle-même, présente à son corps dans l'espace. Et c'est fou, comme dans ce genre de circonstances, même bouger la tête n'est plus automatique. Mais qui était donc cette femme pour faire un tel effet? Cette dernière parut s'en apercevoir et lui sourit. Elle la mit à l'aise
en faisant, virevoltant ses mains devant son visage comme des papillons, semblant dire « Il fait chaud, n'est-ce pas ?» Oui, Clara avait chaud. Elle était trop habillée. Elle aurait voulu être diaphane, légère, mais son corps pesait, collait, dans une rusticité qui lui fit horreur. Elle ne pouvait pas s'extraire de cette présence à elle-même en s'étourdissant de futilités à raconter. Elle ne savait pas comment communiquer avec sa voisine, qui était bel et bien sourde et muette. Alors, elle resta silencieuse. Maintenant, assise à côté d'une femme céleste, dont la simple présence lui renvoyait comme dans un miroir inversé les maladresses de sa propre féminité. Ne pas pouvoir parler eut un effet considérable sur Clara. Les pensées qui ne sortaient pas en mots au dehors tournaient dans sa tête au dedans. Elle se reprochait d'avoir trop mangé dans l'avion. Elle se voyait dans une féminité révoltée, s'opposant à toute grâce. Car si Clara était farouchement féministe, sa féminité était toujours contre. Elle était fondamentalement et par principe contre tout ce qui lui apparaissait comme superficiel. Et elle y rangeait en vrac l'esthétique, la beauté, la grâce, les vêtements, le maquillage, la coiffure, les talons aiguilles, etc. Même si parfois il lui arrivait d'acheter une petite robe un peu plus féminine que d'habitude, l'achat passé, elle se trouvait beaucoup d'arguments pour ne la mettre presque jamais. Elle était aussi contre le mariage, et contre encore un certain nombre de choses qu'elle estimait avoir été imposées trop longtemps aux femmes. Elle avait aussi son petit côté militant et revendicateur. Elle voulait prouver qu'une femme pouvait exercer des métiers identiques à ceux des hommes, qu'elle en avait la même force. Et là, devant la féminité absolue, c'était comme si un grand édifice intérieur était en train de se lézarder. Comme si la valeur intrinsèque de la féminité, au-delà d'une comparaison avec le masculin, arrivait au seuil de sa conscience et allait bientôt émerger. Ils sont rares dans une vie, ces instants où tout un pan de certitude est en train de basculer. C'était bien cela qui troublait tant Clara. Cette femme était l'opposé absolu de tout ce qu'elle avait toujours voulu être, et pourtant, quelque part, elle faisait envie. Mais Clara ne savait pas encore bien extraire le sens de toutes les pensées contradictoires qui mettaient le chaos dans sa vie intérieure. Et elle repoussait sa jalousie naissante bien avant que celle-ci ne se soit suffisamment développée pour être douloureuse. Il en résulta un immense dégoût pour elle-même et un état de blues qu'elle connaissait bien. L'autre souriait toujours, tant rien ni personne ne semblait pouvoir la détourner de sa réjouissance tranquille. Clara mit son petit coup de cafard sur le compte de la fatigue. Maintenant, à peu près bien installée dans son siège, elle ferma les yeux et s'endormit, pensant qu'au réveil, ça ne pourrait qu'aller mieux. Blues et soucis étaient chez elle solubles dans le sommeil, et cette particularité l'avait souvent sauvée de bien des désespoirs. En fait, c'était sa façon à elle d'oublier, de couper, de dire stop, quand l'instant devenait insupportable. Mais pour le coup, elle crut vraiment qu'elle avait sommeil et s'endormit. La femme lui posa doucement la main sur l'épaule pour la réveiller. Elles arrivaient. Clara fut tout de suite fascinée par le paysage, radicalement différent de celui de Dalla. Tout était vert, luxuriant. Au loin, une montagne déposait ses larges courbes comme un trait de pinceau sur l'horizon. La brume flottait au-dessus d'un petit lac et, exactement comme sur les images qu'elle avait regardées sur Internet, un temple apparaissait comme surgi des eaux. Le conducteur descendit, sortit les bagages
et les posa sur le bord de la route. La femme lui donna quelques pièces et lui sourit, comme si elle l'avait pris dans les bras. Le bus repartit, et c'est le chant des oiseaux qui remplaça le bruit du moteur. Comment allait-elle porter les bagages? La question était toute bête, mais elle obsédait Clara, qui posa timidement sa main sur la poignée de la première valise. Mais la femme y posa aussi la sienne. Elle sembla lui dire de son inaltérable sourire « Laissez, je vais la prendre !» Clara se sentait si gênée qu'elle fit mine de se saisir quand même de la valise, mais sans vraiment le faire. Puis elle fut encore plus gênée à l'idée qu'elle aurait peut-être dû se battre contre cette grâce personnalisée pour avoir le droit de porter sa valise. Un comble! Elle se sentait profondément troublée, ne sachant que faire, à défaut de ne savoir quoi dire. C'était inutile, avec cette femme qui ne parlait même pas. Ne pouvait-elle au moins se débrouiller pour se faire comprendre? Clara eut horreur de sa pensée juste après l'avoir formulée. Heureusement, le deuxième bagage était un sac avec 2 poignées. Elle en saisit une, tandis que son accompagnatrice prenait l'autre, et toutes deux se mirent en route comme cela. Elle faisait vraiment un drôle d'attelage. Clara, la main crispée sur son petit ordinateur qu'elle avait emporté, sa compagne tirant la valise de son long bras souple, toutes deux reliées l'une à l'autre par une poignée de sac. Il fallut qu'elle règle son pas sur celui de sa compagne, tellement elle avait peur de gêner, d'être à contretemps. Mais ce pas, mais cette démarche, c'était un pas impossible à prendre, impossible à suivre. Ce n'était pas un pas, c'était une danse. Ça avait son rythme, ça montait, ça descendait, ça vivait comme une gazelle. La marche dura un petit quart d'heure. Clara était attentive à chacun de ses mouvements, souffrant de se sentir lourde et empruntée. Il n'y avait rien qu'elle pût dire pour détourner son esprit d'elle-même. Alors les idées tournaient en boucle dans sa tête. Et elles tournèrent, tant et si bien que lorsque les reproches à l'égard de ses hôtes lui vinrent à l'esprit, elle y trouva un certain soulagement. Quand même, on aurait pu lui dépêcher quelqu'un qui parle. Quand même, on aurait pu faire plus attention à elle. Elles arrivèrent enfin aux abords d'un grand bâtiment, proche du temple, parcoururent un réseau de couloirs, puis celle qui la guidait ouvrit une porte et fit signe à Clara d'entrer dans ce qui avait toutes les caractéristiques d'une chambre. La jeune Française était fatiguée d'avoir été si tendue, assez énervée et à 2 doigts de se plaindre de son sort, quand l'amour déposé pour elle dans cette pièce lui assaillit le cœur. La chambre était petite, 8 ou 9 mètres carrés tout au plus. La fenêtre était bordée de jolis petits rideaux translucides, finement brodés à l'ourlet, avec de tout petits trous. Un trait carmin en soulignait la base. Le mobilier, fait d'un bois aux couleurs chaudes, était tout simple, extrêmement fonctionnel, mais d'une grande noblesse. La pièce était en ordre. Un adorable couvre-lit écru recouvrait le lit, qui était bas. Une icône, un Christ et un œuf décoraient les rayons d'une petite bibliothèque où étaient rangés quelques livres. La chambre sentait le frais et une odeur de fleurs que Clara ne connaissait pas. Sur la table trônait un immense bouquet. Oh, ce n'était pas qu'il fût si grand en vérité, mais il imposait sa présence dans la pièce. Clara s'en approcha et eut un mouvement de surprise en s'apercevant qu'il s'agissait de vraies fleurs. En France, elle avait déjà vu de tels bouquets, mais ils étaient presque toujours composés de fleurs en plastique. Et c'est pour cela qu'elle les touchait toujours, pour voir. Le bouquet donnait une harmonie à la pièce, un tempérament même. Les couleurs allaient de l'orange au rouge carmin. Il y avait là des fleurs inconnues, très grandes, et des tiges vertes de forme bizarre.
On avait recherché un ordre en composant ce bouquet. Et on y avait mis un ingrédient spécial, comme si on avait voulu dire quelque chose à celle qui le contemplerait. Mais que contenait ce bouquet? Une petite fleur attirait l'attention, humble et décalée. Elle semblait partir de travers dans un univers harmonieux. Clara avança la main pour la remettre à sa place. Mais où était sa place? La jeune femme se sentait comme cette petite fleur, décalée, déplacée, perdue dans un monde puissamment en ordre. Cette fleur, qui donnait toute l'originalité au bouquet, cette imperfection soulignée, c'était tellement elle. Elle fut prise par l'émotion, gagnée par les larmes, touchée au plus profond d'elle-même par cette pensée. Je suis si maladroite, si éléphant, si perdue ici dans ce monde de grâce. Mais il y a tant d'amour pour m'accueillir. Une coupe de fruits avait été posée sur une petite table basse. Les fruits avaient l'air exactement mûrs à point, et leur odeur délicate était une douce invitation. Elle dégusta en fermant les yeux un abricot, délicieusement juteux, qui fondait sous sa langue. Cela balaya ce qui lui restait de malaise. L'amour avait opéré. L'amour qui avait été mis dans cette chambre avait gagné. Elle ravala vite ses larmes, de peur qu'on la surprenne. Et c'est le cœur un peu plus adouci qu'elle commença à défaire ses bagages. La première chose qu'elle chercha fut une prise téléphonique pour essayer de brancher son ordinateur sur le net. Clara avait toujours une espèce de foi irrationnelle dans les choses les plus absurdes. Chercher une prise téléphonique au fond du Vietnam pour brancher son ordinateur portable et lire ses mails relevait d'une utopie des plus originales. Elle sourit. Pourrait-elle lire ses mails ici? Serait-elle coupée de son monde connu? Clara s'allongea sur le lit, après avoir rangé soigneusement ses affaires. Elle s'étonna elle-même. Elle avait pris le temps de défaire sa valise, d'empiler ses vêtements dans le petit placard, alors que d'habitude, elle gardait tout en vrac par terre, dans les chambres d'hôtel où elle séjournait. Mais l'ordre qui régnait dans cette pièce était agissant. On ne pouvait rien laisser traîner sans prendre de plein fouet l'offense faite à l'ordre des lieux. L'agitation de la France était loin. Un nouveau rythme commençait d'opérer.